démarrer nos travaux parce que nous avons déjà accusé quelques minutes de retard. Je pense que je voudrais d'abord vous remercier pour votre présence. C'est pas évident depuis ce matin. On commence pas à perdre les énergies, mais je pense que heureusement nous sommes à notre dernière session de la première journée. Je me présente. Je m'appelle Ndiaga Fall. Je suis le coordonnateur du programme de la Convention des maires en Afrique subsaharienne pour le compte de la ville de Dakar. Et donc, je voudrais également remercier la coopération espagnole pour nous avoir fait confiance et désigné pour la modération de cette importante session. Je ne veux pas dire que la plus importante, mais en tout cas, une des plus importantes, et peut-être tout à l'heure, on dira pourquoi. Et donc, nous allons aujourd'hui aborder ce qu'on appelle des solutions basées sur la nature ou sur les écosystèmes. De toute façon, ça renvoie à la même chose. Vous savez que, vous le savez tous, la responsabilité historique de l'Afrique dans la situation actuelle du réchauffement climatique n'est pas établie. Et que dans le contexte actuel, il est attribué à l'Afrique des émissions de l'ordre de 4 à 5%. Mais malheureusement, l'Afrique, et notamment l'Afrique subsaharienne, est une des régions qui subit de plein fouet les impacts du changement climatique. Et il nous faut impérativement agir. Et ces pays également, à cause de manque de moyens d'adaptation, sont très vulnérables à ces impacts. Et que donc la question qu'on se tente à poser, de toute façon, il faut s'adapter. Est-ce qu'il y a des moyens ou bien des méthodes de pouvoir s'adapter à moindre coût? Effectivement, ça existe. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont des experts, des scientifiques qui l'ont établi. Et parmi ces experts et ces scientifiques-là qui vont nous entretenir de ces types de solutions, nous avons aujourd'hui M. Renaud Payeux, qui est le coordonnateur du programme côtier et marin en Afrique centrale et occidentale pour le compte de l'UICN. L'UICN qui est l'une des plus grandes organisations internationales qui travaille sur les questions de biodiversité. Nous avons également M. Cortés Taïpo, qui est fonctionnaire au niveau de la municipalité de Maputo, qui va venir nous parler effectivement, concrètement, des actions d'adaptation liées ou bien basées sur la nature à travers un projet de réhabilitation de mangroves. Et pour terminer, nous allons donner la parole à Mme Marcia Diambe, qui est au niveau de ONU Habitat, experte en résilience urbaine, au programme des Nations Unies pour les établissements humains. Donc voilà pratiquement campé aujourd'hui la dernière session. Et donc en donnant la parole à M. Renaud Payeux pour sa présentation, je voudrais préciser que M. Payeux est issu des sciences sociales, titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques et d'une maîtrise en études démographiques. Il a passé quand même la majeure partie de sa carrière dans la protection de l'environnement, 10 ans au Cambodge, travaillant principalement dans la gestion des ressources naturelles autour du grand lac Tonlé Sap. Il a poursuivi sa carrière en Afrique où il a occupé différents postes dans divers pays. Il coordonne désormais le programme côtier et marin en Afrique centrale et de l'Ouest pour l'UICN basé à Dakar. Donc, M. Bayo, on voudrait vous donner 20 minutes selon ce que j'ai dans mon agenda. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de utiliser toutes les 20 minutes. Si vous voulez, vous pouvez ne pas les approcher. Ça pour nous permettre effectivement de pouvoir avancer plus rapidement. Donc, on vous laisse la parole pour votre présentation. Merci. Bien, merci. Bonjour tout le monde. Donc, oui. Ça marche. Donc oui, bonjour tout le monde. Comme ça a été
ici à Dakar. Donc on intervient sur une dizaine de pays pour le moment, le long de la côte ouest-africaine. Et UICN, donc ça c'est le travail qui a été fait tout au niveau du siège, à créer le standard global pour les solutions basées sur la nature. Donc je vais vous présenter ce que c'est brièvement le standard pour les solutions basées sur la nature, et puis je vous montrerai un cas d'application à Saint-Louis-Sénégal. Donc les solutions basées sur la nature, ça peut être utilisé dans plein de domaines différents, comme vous le voyez, en matière de changement climatique, de réduction des risques, en développement économique et social, pour la santé humaine, la sécurité alimentaire, la sécurité de l'eau et la dégradation des écosystèmes et la biodiversité. Donc ici, nous, dans le cas qui nous occupe, étant UICN, aussi on utilise plutôt les solutions basées sur la nature dans le cadre de la dégradation des écosystèmes et la perte de biodiversité. Alors qu'est-ce qu'une... Je vais le dire en anglais, c'est plus facile parce que si je dois le traduire, ça risque de poser un peu de problème. Donc quelle est la définition des nature-based solutions? C'est actions to protect sustainably manage and restore natural or modified ecosystems that address social challenges effectively and adaptively, simultaneously providing human well-being and biodiversity. Donc en fait, c'est un peu ça la nouveauté du concept des solutions basées sur la nature, c'est que c'est de la restauration, de la conservation des écosystèmes, de la conservation de l'environnement en général, avec une dimension sociale. S'assurer que la conservation, la restauration a un impact, a des bénéfices pour la population en général. Donc c'est un standard qui sert à vérifier soit facilitative standard for design verification schedule for LBS to realize use and efficiency. Donc il y a en fait 8 critères, comme je vais vous les montrer juste après, il y a 8 critères qui définissent le standard, il y a 28 indicateurs. Donc c'est basé sur la création du standard, ça a pris 3 ou 4 ans je pense. C'est passé par des réseaux propres à UICN, beaucoup de réseaux pour arriver, des réseaux de spécialistes, d'experts pour arriver justement à la création de ce standard. Donc c'est une co-création qui mélange la conservation, les sciences sociales et les savoirs traditionnels. Donc voilà, en fait je disais que ça je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais voilà, il y a plus de 800 personnes qui ont été impliquées dans la définition du standard, sur une centaine de pays. Plus de 1000 commentaires, et sur chaque commentaire, il y a une réponse. Et ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que c'est vraiment une présentation. Donc, voilà les 8 critères en fait. Pour chaque critère, il y a des sous-critères. Donc, par exemple, est-ce que la solution fondée sur la nature va effectivement adresser des défis sociétaux? Sur cette base-là, il va y avoir 3-4 critères. Et donc, ce premier critère va être subdivisé en sous-critères avec des réponses qui sont suggérées. Et ça va permettre de voir si le projet sous étude répond au standard LBS ou il ne répond pas au standard LBS. Alors le deuxième critère, c'est est-ce qu'il y a dans la mise en place de l'LBS, est-ce qu'il y a un critère de mise à échelle? Est-ce qu'il y a un résultat sur un gain net de biodiversité, d'intégrité des écosystèmes? Est-ce que c'est économiquement viable? Est-ce que c'est transparent, inclusif et
travers un système de gouvernance transparent. Est-ce que il y a est-ce que c'est là est-ce qu'il y a un effet d'échange? Est-ce que ça balance les effets d'échange entre l'achèvement du but primaire et d'autres bénéfices? Est-ce que c'est géré de façon adaptative? Est-ce que c'est basé sur des faits? Et est-ce que c'est durable? Donc, comme je l'ai dit, vous avez ces 8 critères qui sont subdivisés en sous-critères et avec des réponses suggérées qui permettent de voir si votre projet est un projet répondant aux standards SBS. Alors en fait, Nicolas vous a déjà présenté le projet WACA, donc je vais le présenter très brièvement. C'est dans le cadre du projet WACA que le cas pratique que je vais vous présenter après a été mis en œuvre. Donc le projet WACA, ça a été mis en œuvre en 2018 pour une meilleure résilience des communautés et des ressources naturelles. Donc il y a plusieurs composantes, une composante d'investissement, qui est la plus grosse composante, il y a un dialogue régional et d'intégration dans lequel l'UICN fait partie. Il y a un composant de partage de la connaissance et un mécanisme de résilience côtière. Donc il y a plusieurs bailleurs dans les fonds WACA en général. Donc il y a la Banque mondiale, il y a le GEF, il y a le Fonds nordique pour le développement, le Fonds français pour l'environnement mondial. En fait, voilà. En fait, le cas qu'on va vous présenter, ça a été fait dans le cadre de WACA FEFEL, parce qu'il y a la grosse source de financement. La grosse source de financement vient de la Banque mondiale, mais il y a des petits projets qui viennent compléter le financement de la Banque mondiale. Et donc le cas ici, c'est sur un financement du FEFEL qui est mis en œuvre par le CSE avec technique de l'UICN. Et donc, le but du projet, c'est de démontrer la pertinence des solutions basées sur la nature pour réduire les risques de réduction, réduire les risques de désastre au niveau côtier. Donc, le projet dure 5 ans. Donc, c'est à Saint-Louis, au nord du Sénégal. En 2003, en fait, il y a, pour ceux qui connaissent Saint-Louis, je suppose que vous ne connaissez pas tous Saint-Louis, ça c'est la mer, ça c'est le fleuve Sénégal, et un peu plus haut, vous avez, sur une île, vous avez la ville de Saint-Louis. La brèche s'est refermée en 2003, et donc la ville de Saint-Louis a été inondée. Les autorités ont décidé d'ouvrir une brèche, mais sans les études qui étaient véritablement nécessaires. Et en fait, la brèche que vous voyez, la brèche n'a pas arrêté de changer, avec, dans certains cas, selon justement l'ouverture de la brèche, des rentrées d'eau salée, d'eau marine, à l'intérieur du fleuve, qui ont remonté le fleuve, qui ont salinisé les terres. Donc ça, comme vous voyez, la brèche, elle continue de bouger. Ça change tout le temps. Donc, qu'est-ce que le projet a fait? Le projet, en fait, dans un premier temps, il y a eu c'est un projet dans lequel il y a plusieurs interventions. Il y a une intervention sur la mise en place de défense pour stopper le sable éolien et permettre le nourrissement des dunes. Il y a eu aussi une activité qui a permis la revégétation avec la gasolina et qu'il faut là. Il y a eu bien sûr beaucoup de réunions, des processus évolutifs participatifs avec les populations qui sont les plus concernées. Donc il y a eu beaucoup de réunions justement
justement pour s'assurer que que le projet répondait aux besoins. Donc vous voyez ici c'est plutôt ici que les faveurs ont été placées pour le long des dunes. La revégétation a été faite ici. Et là, il y a une aire de jardinage qui a pu être faite justement parce que à travers un programme de désalination des terres aussi. Lors de l'impact de l'intervention, donc il y a une baisse du risque d'inondation. Les dunes qui ont grandi ont permis de baisser le niveau de salinisation des terres et de baisser le niveau d'inondation. Les formations ont permis aussi de sensibiliser sur l'utilisation des pesticides. Comme il y a comme il y a justement une certaine les écosystèmes sont redevenus plus sains, il y a une augmentation de la biodiversité, dont des oiseaux migrateurs qui ne venaient plus sur cette partie de la langue de barbarie qui ont commencé à refaire leur apparition, et il y a une connectivité entre les écosystèmes. Donc on revient à notre standard duquel je vous avais parlé au début. Et donc vous voyez, vous avez les oui, vous avez les 8 critères ici. Bon, c'est une auto-évaluation, généralement, donc c'est peut-être pas toujours très objectif. Ça peut se faire, ça c'est le produit d'une auto-évaluation. Ça peut être fait par des gens externes. Généralement, comme c'est les promoteurs du projet qui connaissent mieux leur projet, c'est souvent des auto-évaluations. Et donc ici, vous voyez les différents scores qui ont été donnés. Donc sur un score de 9, ici en ce qui concerne les défis sociaux, le projet que je viens de vous montrer a récolté la règle de 8. Et donc ça donne cette rose des vents et qui fait apparaître en fait que le projet est assez, a un impact assez positif et peut prétendre à l'appellation de solutions fondées sur la nature. Dans le cadre de ce même projet, du projet de Banque mondiale, on a fait le même exercice au Bénin et on a fait le même exercice en Côte d'Ivoire. Je ne l'ai pas dans cette présentation, mais les résultats étaient nettement moins impressionnants. Avec ici, vous voyez ici, tout est dans le vert. Donc c'est strong or adequate, alors que pour l'application du standard sur 2 projets qui étaient au Côte d'Ivoire et au Bénin, on était plus dans l'adéquate et partial et quelquefois insuffisant. Donc ici c'est quand même un cas assez positif, c'est donc très positif de l'intervention qui a été faite par le projet et qui est vérifiée par le standard. Alors si vous voulez plus d'informations, je pense que vous n'avez pas le temps de l'écrire tout de suite. Donc je peux vous donner des références si vous voulez plus d'informations sur ce projet, mais aussi si vous voulez des informations sur le standard et le BS. Et voilà, merci. Merci monsieur Delebayo pour cette présentation qui constitue une très belle entrée en matière pour parler de la solution basée sur la nature. Je pense que d'abord, il est revenu sur la définition, parce que je pense qu'il parle de quelque chose, il vient d'abord de la cadrer, de dire de quoi il s'agit. Et sur la définition, je pense qu'il est revenu sur 3 éléments essentiels qui nous semblent essentiels. Le premier élément, c'est la durabilité dans cette approche. La deuxième, c'est l'efficacité dans la réponse à de multiples défis sociaux. Donc, comme il l'a pu montrer, ce n'est pas seulement sur la question climatique, mais sur d'autres défis également qui peuvent interpeller la société, mais également des avantages liés au bien-être à la biodiversité. Il est revenu également sur les 8 critères, je pense que ce n'est pas la peine de les désigner à niveau. Ce sont ces critères qui caractérisent quand même cette norme NBS, et il est également revenu sur le processus de sa mise en place qui a été inclusif
avec une approche de co-création de connaissances et d'implication des différents acteurs à travers une centaine de pays, ce qui confère quand même à cette norme une certaine universalité. Et il a terminé par un cas de projet quand même assez intéressant, pour qui connaît, vous l'avez montré, je pense, la langue de barbarie. Et grâce donc à cette nouvelle méthode, n'est-ce pas, de s'adapter, ou bien en tout cas d'intervenir et de répondre, n'est-ce pas, aux catastrophes, nous avons pu assister à une situation où les populations ont pu avoir un soulagement et pour, disons même, qui ont pu reprendre toutes leurs activités socio-économiques. Et donc cette action qui consistait à la restauration des dunes dans l'aire marine protégée est d'une importance capitale. Et l'ensemble des interventions que vous avez listées, qui ont eu lieu durant la mise en œuvre de ce projet-là et qui ont impacté positivement la communauté en termes de réduction de risque de catastrophe et d'amélioration des conditions socio-économiques. Et vous avez fini par nous présenter également un outil assez important qui permet ainsi de juger de la conformité de l'intervention ou des actions par rapport à la norme MPS qui, je rappelle, a été établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Nous allons revenir sur un autre exemple, donc de l'Afrique de l'Ouest. On atterrit à l'Afrique de l'Est, notamment à Moklo, pour voir également, toujours dans le cadre de ces solutions basées sur la nature, d'autres exemples qui ont marché dans des municipalités, dans des communes, et donc pourquoi pas, ne devraient pas marcher ailleurs dans le monde. Donc, M. Cortez Taïbo, qui est fonctionnaire au conseil municipal de la ville de Maputo, qui est également responsable du registre municipal coordonnant la création, la gestion et la mise à jour des dossiers centraux pour la gestion municipale des terres, des ressources naturelles de l'environnement et des diverses infrastructures, et qui travaille aujourd'hui dans le département de gestion et d'inspection de l'environnement, distribution de la résilience urbaine, maîtrise en citoyenneté et participation environnementale par l'Université d'Alberta en Portugal. Il est intégré aussi dans le secteur écologique fonctionnel de l'Université de Coimbra d'Alberta. Ces chercheurs s'intéressent aux politiques climatiques visant l'atténuation et l'adaptation urbaine face au changement climatique. Vous avez également 15 minutes. Je pense que pour essayer de gérer le temps, vous pouvez vous appesantir sur les slides qui vous semblent les plus vous les faire capter par l'auditoire pour vous permettre de vous concentrer sur le temps. Donc je vous donne la parole pour l'économie de votre présentation. Boa tarde mais uma vez a todos. A minha apresentação vai ser feita em língua portuguesa, mas hoje obviamente com foco de segurança. Essencialmente, irá incidir sobre aquilo que são as ações que estão a ser desenvolvidas aqui pelo Conselho Nacional da cidade de Maputo, com vista à proteção, conservação e conservação de mangueiras, tendo sempre a vista ao reforço da resiliência climática e sem perder de vista a necessidade do equilíbrio entre a proteção dos ecossistemas e a questão da sustentabilidade social destas famílias. Basicamente, a minha intervenção está dividida em três momentos. No primeiro momento, para iniciar, faço aquela introdução mais ou menos e a relevância desta intervenção por teus maneirais. E a segunda, vamos falar daquilo que são algumas ações em curso. E a terceira, vamos decidir sobre aquilo que é o projeto do CONSA especificamente. A importância, por que o município de Maputo escolheu os mangueirais para fazer a sua intervenção? Em parte, tem em conta a sua consciência da sua importância e a sua interconexão social, ecológica e econômica. Os mangueirais representam um habitat e local de reprodução de muitas espécies de invertebrados, que, por sua vez, também constituem fonte de alimentação e fonte de renda e alimento para negócios para muitas famílias. Igualmente, os mangueirais têm alguma importância na proteção costeira, reduzem a probabilidade de ocorrência de cheias de inundações, têm um papel como biofiltro no controle da qualidade da água e também têm um importante papel no controle da mitigação das alterações climáticas, no medida em que é importante fonte de sumidor de dióxido de carbono. Além
além destas importa aqui frisar que tem uma outra função socioeconómica, que é uma fonte de subsistência das comunidades costeiras. Muitas das comunidades que residem ao longo da costa de Moçambique e da cidade de Maputo têm nos mangás como sua fonte de lenha e medicamentos tradicionais também. Não obstante esta importância e relevância que os mangás têm para a sustentabilidade social e econômica quer do país, quer da sociedade, eles são motivos de degradação que têm duas naturezas. Temos a natureza antropogénica, essencialmente temos o corpo do combustível, o mangá como combustível lenhoso, temos o estabelecimento de salinas e áreas agrícolas e o próprio processo de expansão urbana como uma das razões que contribui para a degradação dos mangás. Temos como causas naturais os eventos extremos, as mudanças climáticas também contribuem, e temos algumas evidências disso, alguns estudos já realizados nos últimos ciclones que fustigaram a costa de Moçambique, especialmente na cidade da Bahia. Existem alguns estudos que evidenciam que os mangás tiveram estes impactos sobre a sua sustentabilidade. Consciente desta necessidade, da importância e relevância dos mangás, a nível do país, o governo definiu uma estratégia nacional de gestão e proteção dos mangás, com o objetivo principal de promover um desenvolvimento sustentável e contribuir para a maior resiliência às mudanças climáticas através de um conjunto de ações centradas nas comunidades locais, na sociedade civil e no próprio governo. Dentro desta estratégia nacional de gestão dos mangás, foi definida uma meta para todo o país de restauração de 5.000 hectares de mangás até o presente ano 2022, e dentro daquilo que é para a província de Maputo, uma meta de 300 hectares. Em relação a isso, já podemos avançar que, mercê de conjugação de esforços de vários atores, já foi ultrapassada em grande medida aquela meta, e a província de Maputo, nesse caso, atinge uma média de 428%, ou seja, 1.448 hectares restaurados. Dentro daquilo que são as atividades do próprio município da cidade de Maputo, o município elaborou um estudo de zoneamento ecológico e identificou vários níveis de conservação e proteção dos mangás. Este estudo permitiu, como podemos ver aqui, estas áreas em círculos são aquelas que fazem parte do município de Maputo. Temos aqui a ilha de Inhaca com um nível alto de proteção em relação aos mangás. Temos aqui a parte da Catembe com um nível intermédio e temos aqui a parte central, que é o centro da cidade, com um nível baixo de conservação e proteção dos mangás. Como medidas imediatas para a contenção desta situação, foram adotadas a colocação de vários painéis informativos sobre a importância e relevância desses ecossistemas. A parte disso, foram colocadas ou criadas a criação de zonas tampões, que essencialmente consiste na construção de circuitos ou barreiras ao longo da área perimetral dos mangás. E em situações, em contextos muito mais extremos, o Conselho Municipal de Maputo optou por diminuir todas as infraestruturas que foram erguidas. Paralelamente a essas intervenções do Conselho Municipal, existem algumas iniciativas da sociedade civil e dos parceiros de cooperação, aqui no processo de restauração e recuperação dos mangás. Podemos falar de uma organização não governamental, que é a rede da floresta. Podemos falar do projeto da Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento, com o seu projeto Mangrove, e podemos falar de algumas ações do Ministério do Meio Ambiente e, finalmente, do próprio processo do projeto CoM SSA. Especificamente, dentro daquilo que foi definido como intervenção no âmbito do projeto CONSA, foi definida uma intervenção visando a conservação e florestamento robusto dos ecossistemas de mangás, numa área de 102 hectares. E, a partir disso, também a reabilitação das comportas de mangás. Existe uma zona chamada da Costa de Sol, que é circundada por algumas comportas que controlam o fluxo das águas do mar, e acho importante também fazer essa intervenção. E dos estudos preliminares que foram realizados, uma série de esforços que foram desenvolvidos, já foi possível conseguir um fundo adicional através do Fundo de Transição Ecológica da Espanha,
com o objetivo de desenvolvimento dos planos de gestão sustentável dos mangueiros. Essencialmente, os projetos no âmbito do CONS e da restauração, visando a restauração e proteção e conservação dos ecossistemas, tem 3 intervenções, nomeadamente o primeiro domínio, que essencialmente irá incidir sobre uma investigação científica. Não quer dizer que as intervenções anteriores não tenham uma base científica, já tenham sido feitas, mas foi um levantamento muito mais genérico, agora vamos partir para um estudo muito mais detalhado. Queremos, e este estudo vai ser desenvolvido pelo Departamento de Biologia da Universidade de Parmandã, em que vão consistir em 3 ações fundamentais. Desenvolvimento de estudos de mapeamento da área, avaliação das condições ecológicas, a estrutura florestal e a composição florística das florestas dos mangás das áreas afogadas, propor e testar diferentes modelos de técnicas de reprodução dos mangás. E outra terceira intervenção será o desenvolvimento de programas de monitoramento para avaliar as taxas de sucesso dos mangás. Em relação a isto, importa também frisar que, além destes estudos, paralelamente, a Universidade aproveita este momento também para servir de um campo de estudos para os seus estudantes. O segundo domínio onde esta intervenção tem a ver com o desenvolvimento dos mangás, estão previstas essencialmente o replantio de mudas de mangás numa área de 112 hectares e a reabilitação da comporta da costa de Sor, essencialmente as áreas em questão são estas. Como podemos ver, são os pontos mais ou menos críticos. Temos aqui a área do mangal da costa de Sor. Essencialmente, o que vai acontecer neste extremo, estamos aqui durante comportas de água que contornam o fluxo e regulam o fluxo das águas. Está prevista a reabilitação destas comportas. Lá mais para o canto superior direito, temos aqui também o sistema de drenagem das águas. E uma das coisas que faz durante os períodos picos de chuva é traz muitos resíduos sólidos. A perspectiva é que no âmbito destes projetos sejam reabilitados e sejam construídos aqui centros de retenção de resíduos e impeçam com que os resíduos sólidos vão ter aos mangás e depois isso ao mar. Não menos importante, ao longo desta área perimetral, está prevista a construção de um circuito pedalado que vai consistir numa área de caminhada e uma ciclovia. Entendemos que isso também seja relevante em termos de promoção de saúde e da consciência sobre a importância desses ecossistemas. E quanto mais associado ao circuito pedonal, também está prevista a construção de passadiços que permitam que as pessoas, a partir destes pontos, possam apreciar a floresta do mangal que aqui se desenvolve. Esta também temos aqui a seguir recomendações previstas para a intervenção. Estas também são aqui as imagens das comportas que estão previstas para serem reabilitadas. E uma das preocupações para além da questão da implementação do projeto tem a ver com a questão da sustentabilidade desses projetos. Naturalmente que agora, com a implementação, temos apoio, temos financiamento, mas há necessidade de que nós possamos caminhar com os nossos próprios pés. Uma das questões está prevista a construção de um viveiro permanente. Além disto, estamos previstos na implementação dos projetos a implementação de um plano de gestão sustentável dos mangás, que vai envolver a elaboração de um plano de formação, educação e comunicação nos bairros, nas áreas envolventes, nas escolas, sobre a importância e a relevância dos ecossistemas dos mangás. Igualmente está prevista a construção de um centro educativo ambiental e a capacitação e promoção de iniciativas socioeconómicas visando a sustentabilidade dos mangás, com enfoque na relação de géneros, através de promoção de comitês de gestão de recursos naturais, construções de cozinhas melhoradas e agricultura, incentivando a participação das mulheres e dos jovens que tradicionalmente não participam destas atividades. Além disso, temos algumas atividades previstas que têm a ver com a formação de pescadores, técnicas de pesca amigável dos mangás, e formação teórica dos vendedores de
cada comunidade sobre a comercialização e marketing dos recursos pesqueiros. Pronto, esta é uma imagem ilustrativa daquilo que é os filtros de retenção dos resíduos que estão previstos para ser construídos nos pontos com vista a evitar a deposição dos resíduos junto do mangá. E por fim, também temos aqui uma imagem daquilo que é o circuito que nós estamos a prever que seja construído dentro da área do mangá Costa de Sousa. Muito obrigado. Basicamente serão as intervenções. Merci beaucoup, M. Taïbo. Félicitations également pour votre présentation et votre belle expérience qui montre que cette solution n'est pas seulement dans l'ordre de la théorie, mais ce sont des choses qui sont possibles pour les collectivités territoriales de l'Afrique subsaharienne. Ce qui est possible à Mobuto, je considère que ça devrait être possible à Pékin ou à Guédiawaye ou à Khombole ou ailleurs. Donc je pense qu'on pourra s'inspirer de vos exemples pour montrer que pour lutter contre le changement climatique, on ne peut pas attendre toujours les fonds d'adaptation, les fonds de la Banque mondiale, mais on peut voir les possibilités que nous avons au niveau local, d'autant plus que l'Afrique est riche de ses écosystèmes et de sa nature. Donc je pense que c'est important de s'inspirer de ce qui est déjà fait et de voir comment on pourrait effectivement l'adapter dans d'autres villes. Donc vous êtes revenu, monsieur, pour faire un bref résumé, vous êtes revenu sur l'importance des superficies de mangrove quand même assez importantes au niveau de Mozambique et de leur importance également écologique et économique, mais malheureusement qui commence à se dégrader de plus en plus avec l'ensemble des conséquences que cela peut subir. C'est la raison pour laquelle le gouvernement avait mis en place un programme national de restauration des écosystèmes dans le cadre de la stratégie de gestion des mangroves. Et une des cibles justement des villes cibles se trouve être Maputo, qui a déjà un résultat exceptionnel parce qu'avec un objectif de 300 hectares, elle a réussi à restaurer 1448, soit un pourcentage de 428. Je pense que c'est un super résultat, donc félicitations. Et vous l'avez obtenu quand même grâce à la synergie. Là également, ça c'est très important, parce que ce n'est pas seulement une entité isolée, mais il faut effectivement une synergie de plusieurs acteurs, notamment des organisations de la société civile, du monde universitaire, des partenaires de la coopération, et vos trois domaines d'intervention, la recherche scientifique, le reboisement des mangroves et la durabilité sociale et écologique. Les leçons apprises, c'est vrai que vous avez énuméré beaucoup de choses, mais je les résume en un seul point, c'est la nécessité de l'instauration d'une bonne gouvernance, j'allais dire écologique. Une bonne gouvernance écologique pour réussir la gestion durable de ces écosystèmes-là. Les défis ne manquent pas et c'est pratiquement pareil dans toutes les collectivités territoriales de l'Afrique subsaharienne. C'est le problème de la maîtrise des ressources, mais également c'est la question liée au suivi et à l'évaluation des activités. C'est un autre défi à relever, je pense que vous pourrez les relever dans les prochaines années. Donc en tout cas, on vous remercie tout en faisant la transition pour permettre à Mme Marcia Gambé de Journée Habitat aussi de faire sa présentation, en précisant qu'elle a 10 ans d'expérience professionnelle dans l'adaptation au changement climatique, la réduction des risques de catastrophes et la résilience urbaine au niveau local, national et régional. Elle gère le portefeuille de résilience urbaine au Mozambique. Actuellement, elle agit en tant que point focal national du centre sous-régional pour la gestion des risques de catastrophes, la durabilité et la résilience urbaine au Mozambique. Elle est titulaire d'une maîtrise en géomatique et évaluation des ressources naturelles de l'Université de Florence en Italie. Avant de rejoindre le Mozambique, elle a travaillé aussi avec plusieurs organisations internationales dans le domaine du changement climatique et du développement urbain. Elle coordonne actuellement la communication, le plaidoyer et les rapports ONU Habitat. Elle est en outre représentante ONU Habitat au sein de l'équipe de gestion du programme des Nations Unies et soutient le groupe des résultats des Nations Unies au Mozambique. Elle va nous parler également dans le même ordre et dans le même registre des solutions basées sur les écosystèmes
et donc les adaptations à partir des écosystèmes pour montrer quand même qu'il y a une large gamme de solutions et d'actions possibles avec notre nature. Donc je voudrais vous remettre la parole pour vous permettre aussi en 15 minutes, on l'espère, de pouvoir convaincre davantage le public sur cette méthode de lutte. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci. Well, my presentation will be in English because I assume it's much easier for the audience to understand English rather than my official language, which is Portuguese. So I'm going to talk about how do we mainstream ecosystem-based solutions into urban policies and plans. But before going straight forward, I think we spoke a lot, and I think we heard a lot today about the issues on urbanization, fast urbanization, because I think in 2010, Africa reached out over 1 billion people, and it is expected that by 2025, the population will increase for more 400 million. And this growth is happening. Ils ont des problèmes. Pardon? Ils vous entendent pas, quoi. Voilà. Les interprètes n'entendent pas. Okay, so as I was saying, Bon, c'est un problème technique. That's technical problem, it's not you. so I hope you compensate my 15 minutes, right? Você está quer ficar o micro dentro do... Não, Okay, so yeah, I'll try to fix it. So as I was saying, just going to why are we focusing on urban policies and plans? It's about the fast growth of population that is, this fast growth is happening or in urban areas, or also the fast growth is migrating to urban areas. So that's why it is important to look into urban development, taking into consideration. Madame Marcia, vous attendez qu'on règle le problème technique. Non, c'est bon, il est en train de traduire. How can I help? Hein? C'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon. Sûr? Okay, then I'll just take back some couple of minutes that we lost there. Okay, so so I'll talk as I was saying. The presentation will focus on a brief context, and then I will talk a little bit on methods and tools to support the climate resilient urban policies through ecosystem-based adaptation solutions and approaches. And I will bring to you a case study of Malawi that is focusing on opportunities to mainstream ecosystem-based adaptation into urban planning and policy development into urban sector in order to strengthen urban resilience. Well, this is a little bit of a recap. My panel colleague already explained the concept of natural-based solution, and actually ecosystem-based adaptation is part of the broader concept of natural-based solutions. So it's basically the use of biodiversity and ecosystem services as part of an overall adaptation strategy in order to help people to adapt to the adverse impacts of climate change. We might ask ourselves, what is the role of it into urban areas? Myself, I grew up barely asking myself, why should I actually protect biodiversity in my neighborhoods? We never understand why are we actually having a lot of flash floods into urban areas. Sometimes it's because actually the ecosystem are just becoming deteriorating and degraded, and it actually increases the vulnerability of particularly floods and others. So it is important to look into biodiversity into urban areas. Sometimes we have the impression that it plays a role perhaps into rural areas because our cities are completely betonized,
right? And and this is a common, a common denominator in African cities where we actually sometimes we even prefer to transform green parks and other green areas into great investment, right? So that's why it's important to think about ecosystem-based adaptation. So we spoke, as we said, in Africa, basically the quality and quantity of ecosystem services in urban and peri-urban areas are increasingly said to be deteriorating, especially in sub-Saharan Africa. So, and this is also being alongside accompanied by unplanned urbanization. So we think that there is a clear need to train to increase capacities and identify opportunity to strengthen ecosystem-based adaptation implementation across diverse sectors. Why across diverse sectors? Because sometimes there is the perception that it is very focused on environmental sectors. Why, in order to increase or to achieve a resilience and sustainability, it's important to work across sectors. And of course, it's important to look into equity, gender and right-based approaches as well while we do plan. Actually, we could notice this morning, we were a little bit frustrated because we saw in the presidium we're only men, not only one woman. But yes, it's just so we look into these issues as well, right-based approach to gender. Everyone needs to have a voice. And we also face the gap into looking into ecosystem-based adaptation and natural-based solutions knowledge. And it is reflected on how our policies and plans are developed. When we talk about climate change adaptation or disaster risk reduction and resilience, we will mainly focus on every issue that, of course, adapt, to build resilience, but we barely look into ecosystem. In my country, Mozambique, I think we have 10 great ecosystemic basins. But I think we still lack capacity to understand how those ecosystems can play a role for adaptation and climate resilience building. And of course, how to translate those issues into plans and policies, and then later translate into concrete actions. So these are just some examples on how we can actually integrate or apply natural-based solutions and ecosystem-based adaptation in cities and other urban areas. So we can work on temperature regulation, stormwater regulation and sanitation, coastal flood protection, as my colleagues here well presented, air quality improvements, food security. I mean, food security is actually also another issue that Africa is facing, alongside the rapid urbanization as well. So I'm going to talk about some tools. One of the tools that I'm going to talk about is the tool so-called Building Climate Resilience of Urban System through Ecosystem-Based Adaptation. It's actually a toolkit because it combines a set of tools. It's a step-by-step tool that comprises several sets. So this tool is being developed by UN Habitat and is designed to assist city management authorities, local authorities, national governments, practitioners, as well as wider development community in order to integrate ecosystem-based adaptation into urban development. So it actually seeks to provide practical guidance and recommendations on ecosystem-based adaptation in urban areas through tools that may be applied in support of planning processes. So basically, this tool aims at galvanizing ecosystem-based adaptation in urban areas in order to reduce the climate vulnerability of the urban communities. So the key purpose of this toolkit, as we know that impacts of climate change, they deeply affect urban areas, particularly those confronted with uncontrolled growth. I mean, we are talking about slums and informal settlements that usually
are located in a very hazard-prone areas, and of course they are very high vulnerable, because these are the areas that have a deficit in decent housing, they have deficit in accessing to basic services, issues related to social protection, environmental degradation, and so on. So this is the focus of this tool, to help local authorities and other actors in order to plan to reduce vulnerability. So basically what we aim for this tool is to strengthen resilience through ecosystem-based approaches, considering the challenges faced in these areas. And some of them are listed here, such as a high percentage of urban population living in informal settlements, informal settlements increasing, facing also impact of climate change. In Mozambique, only 1 year we already had 5 cyclones, and also we are facing very frequent flash floods in urban areas. Also, there is a trend on agriculture and livestock intensification that leads to very rapid rate of degradation of ecosystems, and also, of course, a sustainable land use and management practices, as well as land and natural resources, as I said before. So the target audience focus is local, as I say, policymakers. I could say everyone, including community-based organizations, because it's important to adopt bottom-up approaches when we talk about the Agenda 2013 for Sustainable Development. We have the slogan that says, leave no one behind. So we need to listen, to give voice to everyone. And we know that communities, they have the traditional knowledge and they know their problems. So it also takes into account the bottom-up approach for planning. So as a result of this tool is the provision of this target audience with the capacities not only to plan, but also to implement and mainstream ecosystem-based approaches into planning cycle, decision, and policy making. So this tool was first piloted in Asia and Pacific, but now, as of this year, the tool is being implemented. It's starting to be implemented in sub-Saharan Africa. Malawi was the first country to benefit from implementation of this tool, and then Mozambique will follow. So I'm going to talk about a little bit of this tool. So it comprises 2 big sets, with the concepts or some basics, and a step-by-step toolkit that has sort of, 9 chapters. So it starts with the context analysis, stakeholder analysis, planning and data collection, analysis and assessment, envisioning and objectives, adaptation options, financing, implementation strategy, monitoring, and evaluation. So this is the concept behind this tool. You have city planners, community leaders, government works that want to understand climate risk and vulnerability. And through the EBA toolkits, we provide necessary steps and resources, including templates, in order to plan and mainstream ecosystem-based adaptation into planning as well as implementation. And of course, finally, be able to implement the selected ecosystem-based adaptation interventions. So what happened in Malawi through this tool was mainly focused on mainstreaming the ecosystem-based approach into government policies and budgeting processes at local level to impact on ecosystem-based adaptation financing in the medium and long term. It has been said also during some sessions here that there are still challenges even in Africa. We still have a very big gap in accessing to climate financing, mainly through domestic funds. So with this tool, we hope that local authorities in sub-Saharan Africa, they can increase their capacities to get to access to climate finance, particularly looking not only to domestic finance, but also to attract the private investments, private sector as well. So around 50 participants that include officers from national and central governments, academia, and other environmental sectors, civil society organizations, they attended training.
And through this training, the target audience was able to understand the role of ecosystem-based adaptation within the overall climate change adaptation strategy with focus on urban system, be able to plan ecosystem-based adaptation activities in a logical order to apply the EBA best practices in urban settings, understand how to mainstream the ecosystem-based approach across sectors, and of course, finally be able to implement ecosystem-based initiatives into cross sectors with the view of strengthening resilience. So as results, Malawi managed to review the national policies and urban plans through mainstreaming ecosystem-based approach. So we had this question, as you can see, how have the ecosystem-based approach influenced national policy? I mean, if at all, because it would have not influenced. But fortunately, Malawi's intended national determined contributions, which already comprise sectors that are related to ecosystem-based adaptation, they also managed to update it and include parts of ecosystem-based adaptations into national levels and local levels through the NDC, the National Determined Contributions. Malawi also pursues an ecological corridor that is being implemented as a way of ensuring that there is a better ecosystem. And finally, Malawi as well is implementing a set of initiatives that are focused on ecosystem-based adaptation. Of course, most of them are from a conservation perspective, but as of now, some of the initiatives are including also on disaster risk reduction, are also integrating ecosystem-based adaptation. So when we look into the nationally determined contributions for Malawi that take into account ecosystem-based adaptation, we can show a strong commitment of the government of Malawi in mainstreaming ecosystem-based adaptation into adaptation at national and local level. And this is why we would like that Africa in general will also implement and mainstream into policy level. Through this as well, Malawi increased awareness raising and knowledge about ecosystem-based adaptation approaches. Through some examples here of flood risk reduction. So the toolkit and training has been seen as an example of a good initiative to assist in adapting to climate change. So they use a lot nowadays the natural-based solutions for urban flood reduction and also protection of croplands into within urban areas. The academia was interesting as well. The academia and civil society organization are also showing interest in updating their curriculum and integrating ecosystem-based adaptation. So we are still working in coordination with 2 universities in Malawi, working into mainstreaming the ecosystem-based adaptations into their curriculum at the university level. We do expect that we also work into more lower levels, like in the secondary and primary level. The NGOs as well and other stakeholders are also embracing the approach, and there is an ongoing project that is already mainstreaming the EBA solutions, which is related to riverine restoration, as you can see. This is what I would like. I don't know if I still have time, but this is a concrete project as well that is focused on natural-based solution in Malawi, whose goal is to pilot natural-based solutions and urban biodiversity actions in the context of informal settlements. So it is expected that this project will reduce the effects of flash floods in 3 flood-prone settlements, and also to build local capacity to champion natural-based solutions as well. So through these projects, community governance structures that have been trained as champions, vegetative cover restoration has been supported, enforcement of community laws and on environment also have been supported. Revitalization of school environment clubs have been also set up. Engagement with private sector collectors, as well as disaster hotspots mapping. So from this, I could say lesson learned and best practice from Malawi, and as well as the implementation of
the toolkits, we see these three opportunities to build urban resilience to climate change through ecosystem-based adaptation in sub-Saharan Africa, which is, we think there is a great opportunity to strengthen the ecosystem-based adaptation institutional capacity, building and policies due to what we see as gaps in policy and technical knowledge. We also see that there is also an opportunity to invest, to keep investing efforts to mainstream ecosystem-based approaches into urban planning, climate resilience, and policy strategies. Africa as well, based on example Malawi and what we see through other initiatives, we see that there is also an opportunity to invest in monitoring and evaluation of ecosystem-based adaptation outcomes and results. And now through nationally determined contributions that are now being discussed now in COP27. So we do expect that there is an opportunity to keep monitoring and evaluating so we can see the real outcomes and how Africa is developing towards mainstreaming this approach. And finally, there is also a huge opportunity to stimulate financing of ecosystem-based adaptation approaches to climate change adaptation, because recently it's been said that EPA is part of a holistic strategy for adaptation to climate change. In 2021, there was an ecosystem adaptation global fund that has been launched. So we also see that through training the local authorities, we have a higher chance to get access, to increase our access also to climate finance through ecosystem-based adaptation. And I stop here, and thank you very much for your attention. Je ne suis pas bien en anglais, mais je pourrais dire you are in the time. You are in the time, okay? C'est correct? Ok. Merci beaucoup, Madame Marcia Gambé, pour cette belle présentation également. Donc, à la suite de ces trois présentations, on peut conclure avec audace peut-être en disant que la solution réside bien dans la nature et que si l'on s'y met, on pourrait effectivement voir où se trouve la solution dans la nature. Il faudra la chercher. Mais ce qui est sûr, c'est que la solution est dans la nature. Donc, on voudrait vous remercier. Je pense que vous êtes revenu à l'instar de M. Renaud Payot sur le concept, toujours en précisant, je pense que la répétition est pédagogique, en précisant que c'est une stratégie, l'approche basée sur la nature, c'est une stratégie globale d'adaptation aux effets du changement climatique. Vous avez évoqué également le contexte africain, surtout de l'Afrique subsaharienne. Je pense qu'on l'a rappelé depuis ce matin, caractérisé par une urbanisation incontrôlée qui dégrade continuellement les écosystèmes. Nous pensons que, en tout cas, dans la pratique, en Afrique, l'urbanisation égale disparition de la nature. Donc, je pense qu'il est important, dans le cadre de ce modèle qui est proposé, de faire comprendre que la nature doit continuer à exister dans les centres urbains les plus modernes. Parce que c'est là aussi où réside le salut de l'être humain. Je pense que également, vous aviez surtout essayé de montrer que la dégradation de ces écosystèmes intensifie notre vulnérabilité, la vulnérabilité des zones urbaines, et que vous avez souligné quand même les lacunes dans la mise en œuvre de cette stratégie. Parce que de toute façon, il faudra des connaissances de cette approche qu'on appelle les solutions basées sur les écosystèmes ou l'adaptation basée sur les écosystèmes ou les solutions basées sur la nature, c'est la même chose. En tout cas, ça renvoie aux mêmes objectifs.
et que ce manque de connaissances également constitue un frein à la mise en œuvre, à la mise en place de politiques de développement d'infrastructures vertes, les infrastructures vertes qui sont nécessaires pour améliorer les services écosystémiques. Je pense qu'il a montré beaucoup d'exemples de services écosystémiques qui sont posés sur tous les services de régulation. Je voudrais tout simplement citer la régulation des eaux pluviales, l'assainissement, qui constitue une problématique majeure dans nos villes, mais également la protection côtière. On en fait écho, je pense que les intervenants tout à l'heure sont largement revenus sur le programme vocal. Vous êtes aussi également surtout, et c'est ça qui est le plus important, qu'il faudra aussi retenir et essayer de vulgariser, ce sont les outils et les méthodes pour soutenir la planification de la résilience urbaine à travers les guides proposés par Journée Habitat. Son objectif, vous l'avez évoqué, ce guide-là, son utilité pour les décideurs et les acteurs également, dans la perspective de bâtir des établissements humains plus résilients et inclusifs. Le processus de l'EVA, pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que vous êtes largement revenus sur le processus de mise en place de ce système-là, allant donc de l'analyse au suivi, évaluation en passant par la planification et la mise en œuvre. Le cas pratique de Malawi également nous conforte sur les possibilités réelles de la mise en œuvre de cette méthode naturelle pour lutter contre les changements climatiques. Vous l'avez décliné en plusieurs points. D'abord par la formation des outils de débat, parce que c'est des outils qu'il faut faire comprendre aux acteurs qui doivent les utiliser. Donc ils doivent être bien formés, mais également la révision des politiques publiques, pour voir si est-ce que ces politiques publiques, ces plans d'urbanisme intègrent ces approches basées sur les écosystèmes. Donc là, c'est l'État également qui est interpellé. Les projets de solutions basés sur la nature, vous avez évoqué un type de projet, je pense sur la ville de Lilongwe, ensuite dans 3 établissements informels sur le long des rivières. Et là également, c'est une ressemblance pour les villes de l'Afrique subsaharienne, où le secteur informel quand même a un poids prépondérant et qu'il faudra prendre en considération ce secteur-là. Vous avez évoqué également un certain nombre d'opportunités de renforcement de la résilience urbaine au changement climatique, que j'allais même dire peut-être des recommandations qui sont formulées, je les considère comme des recommandations, de façon qui vont dans le sens de l'intégration et de la consolidation de l'approche EBA ou NBS, pour parler comme l'USN, dans la planification du développement, surtout en Afrique subsaharienne. Donc, je voudrais encore une fois de plus vous remercier. Je voudrais même vous accorder quelques minutes de plus, mais vous avez pris votre place. Donc, je pense qu'on pourrait, dès à présent, permettre au public de réagir sur les 3 présentations. Donc, la parole à qui voudrait la prendre en disant que nous sommes dans le temps, parce que nous devrions terminer à 18h30 et 18h04, je pense qu'on a le temps pour échanger et de terminer en beauté notre session. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Il me semble que vous êtes un peu fatigué là, mais... Hein? Ou bien, soit c'est trop clair. Moi, j'aurais une question pour mon voisin. Oui, moi j'ai une question pour vous. Ah ben voilà, on va poser des questions aussi. Oui. Oui, d'accord. Donc, moi, la question que je voudrais poser, bon, à vous deux, parce que vous, donc représentant de l'UICN et de Journée Habitat, par rapport à la présentation de mon collègue de Maputo, j'allais dire, est-ce que vous considérez l'exemple de Maputo sur la restauration des mangroves, à partir de cela, au regard des critères qui sont dégagés par la NBS, ou bien des critères dégagés par l'EVA,
Est-ce que vous pouvez considérer la commune de Maplo comme un bon élève? Oui. Yes. Certainement. Ah, c'est pas parce qu'il est là, Non, non, non. D'accord. Non, mais je crois que c'est un bel exemple. Je crois que c'est un bel exemple, c'était justement là où était ma question aussi. Je suis assez étonné de voir qu'ils font de la restauration de mangroves dans un milieu aussi urbanisé, connaissant la pression qu'il doit y avoir, la pression anthropique, la population qui grandit, la spéculation immobilière. Je me demande comment est-ce qu'ils arrivent, comment est-ce qu'ils arrivent au niveau réglementaire à faire respecter ça, à faire en sorte que cet îlot de mangrove ne soit pas empiété. C'est un peu ça ma question. Et si effectivement, comme vous le demandez, si c'est vraiment effectif, oui, c'est effectivement c'est un très bon élève. Très bon élève. Oui, mais je pense qu'il peut répondre également à la question. Hoje a consciência ambiental dentro da nossa sociedade já bateu sério. Antes era possível fazer ações de evasão de maneira, não havia denúncia, uma intervenção, não havia uma contestação. Então, de tal forma que hoje a consciência já é grande, hoje estamos falando de maneira, de evasão de maneira é quase um pecado capital. Então, já há muita mais consciência, há um maior comprometimento político no sentido da preservação. Tanto que existem ações foram tomadas ações algumas, até os atos de demolição e destruição de alguns condomínios de luxo, não de gente de baixa renda. Então, foram medidas muito simples. Nesse sentido, me concordando com os atualmente que é um grande desafio e todos que nós, os professores, os critérios que mencionaram sobre a educação, os critérios serem pedidos em contas nas soluções proviennent ecossistêmos. Estamos conscientes que é um caminho de processo a ser alcançado e vamos crescer. Preparamos toda a solução como um caminho para os nossos. Merci beaucoup. Il y a une interpellation au niveau du public. Hein? Oui, Nicolas. Nicolas, de la Banque mondiale. Hein? Oui, il y a. Oui, c'est bon, c'est les deux. C'est comment? Abdul Aziz. Ok. C'est bon, c'est les trois. Ah oui, docteur Gorignan. C'est bon, donc on a 4 interventions. Heureusement, maintenant les gens sont réveillés. Ok. Nicolas, oui. Merci et merci pour les très bonnes présentations. Ma question, c'est pour l'exemple du Mozambique, c'est la question un peu sur les mangroves de manière générale. Est-ce que vous avez aussi un processus pour essayer de valoriser les efforts en termes de crédit carbone? A minha pergunta é se você tiver pouco a oportunidade de também aproveitar o crédito carbono com o seu esforço de régénération das mangages. Parce que je pense que c'est aussi important, dès qu'on parle de financement, de voir comment utiliser tous les fonds disponibles dans ce domaine. Merci beaucoup, Nicolas. La parole est à Christine. I want to propose to it's about the use of the casuarina insectivoria for new restoration. Do you think it's a good solution because it's considered an exotic species, and in some places they are considered invasive and are eradicated. For example, Mozambique or Mexico. And do you think it's a good solution for Senegal or for the coast of the north? Or there could be another native species more suitable for that? Abdul Aziz, de l'Université de Kies. Merci.
Ma question était pour monsieur Taïbo. Donc, il a parlé tantôt du fait que maintenant, dans la mangrove dont il parlait, on ne touche même plus à la mangrove. C'est quasiment tabou maintenant. Mais comme la mangrove elle se trouve dans une zone urbaine, périurbaine, et qu'il y a l'aspect de la pollution qui est très important, je voudrais également lui demander est-ce qu'il pense à des solutions basées sur la nature pour réduire la pollution qui forcément est inhérente à la zone de la mangrove vu qu'elle se trouve dans une zone urbaine. J'avais une autre question pour Mme Bombay, pour l'ONU Habitat. On a parlé de solutions basées sur la nature, sur les écosystèmes, dans un contexte de changement climatique. Où en Afrique, on voit qu'on utilise le ciment. Qu'est-ce que vous comptez faire actuellement en termes de projets pour justement sensibiliser les populations locales à changer de comportement vis-à-vis de leur construction? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdou Aziz. Docteur Bourignon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci également aux trois panélistes pour la qualité donc, des travaux qui nous ont été présentés. Je voudrais vraiment vous féliciter pour ce que vous nous avez projeté aujourd'hui. Donc il y a un monsieur qui a un peu marché sur ma langue, c'était par rapport aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Parce que si donc on plante des arbres, donc l'arbre séquestre le carbone, donc les quantités de CO2 qui sont séquestrées, donc je pense que vous avez dû évaluer ça, pour dire que voilà donc les mangroves qui ont été plantés sur le plan environnemental, voilà ce que cela a donné. Et aussi sur le plan économique, parce que comme vous l'avez signalé, c'est un écosystème. La plupart des temps, les huiles, donc ces produits halieutiques là se fixent. En général, dans nos mangroves, les gens se coupent ça. Et le fait de couper, voilà, donc participer au déboisement. Et avec donc les techniques modernes qui sont utilisées, donc vous plantez les mangroves, mais aussi vous contribuez à booster donc les activités génératrices de revenus, donc pour les dames, particulièrement les produits halieutiques, donc à travers les, comme on dit chez nous, les yohos et autres là, il y a des produits qui se fixent donc sur le plan. Et par rapport à l'ONU Habitat, je pense que mon neveu l'a dit tout à l'heure, par rapport aux solutions locales. Donc c'est le prolongement, je pense, de ce qu'on faisait ce matin sur la construction durable. Donc l'utilisation des matériaux locaux pour la construction, pour l'habitat. Je pense qu'on doit changer de paradigme. Et il l'a dit, hein, partout on dit, il nous faut changer de comportement. Il nous faut changer de mentalité. Il nous faut sensibiliser. Il nous faut renforcer davantage les capacités. Donc, l'éducation, la sensibilisation, la formation jouent un rôle extrêmement important. Et je pense que dans toutes les politiques, que ce soit les politiques publiques, les politiques au niveau local, je pense que donc, ces aspects-là liés à l'éducation, la formation, la recherche, etc., doivent être écrits donc à l'aide d'or donc sur tous nos projets et programmes. Bon, je plaide pour ma chapelle parce que je suis le directeur de l'éducation et de la formation environnementale. Donc, comme on le dit toujours, commençons à éduquer les populations, sensibilisons les populations, donnons-leur la bonne information pour qu'ils puissent changer de comportement. Parce que si ces comportements sont changés, je pense que les résultats sont sûrs. Donc, merci beaucoup, Président. Je vous donne la parole et vous félicite donc pour la qualité des débats. Merci. Merci beaucoup aux différents intervenants qui ont fait des interpellations, surtout à l'encontre du représentant de la municipalité de Maputo sur la valorisation de vos actions, notamment du carbone, et qui a été donc posé par Nicolas, et Dr Bourignon est revenu là-dessus, et également une question qui a été adressée également à M. Gamba, notamment sur les actions que l'ONU Habitat pourrait entreprendre ou bien faire entreprendre en termes d'accompagnement pour l'utilisation surtout des matières locales. C'est pour lutter effectivement contre l'utilisation de matériaux
qui peut provoquer un visant qui ne milite pas dans le développement durable. Voilà, donc principalement si, peut-être également, M. Renaud pourrait intervenir en fin de la session. On pourra lui donner la parole pour une réaction globale. Merci beaucoup. Allez. C'est bon? Em relação à questão sobre a valorização dos créditos de carbono de forma muito, é importante frisar que já estão a ocorrer alguns estudos nesse sentido, que é extremamente importante e interessante também para nós. E, de certa forma, também vamos de conta com esta abordagem que nós estamos a fazer. Se a fase anterior, a abordagem era uma perspectiva mesmo ecológica sobre o plantio nas mudas dos mangueiros, agora a perspectiva de perspectiva preparar o assunto do plantio das mudas numa perspectiva ecológica, numa perspectiva social, económica e também na sentido da valorização dos efeitos do carbono. Em relação à outra questão que foi colocada, que é a sobre a questão da abolição dos mangueiros, nós durante a apresentação que fui fazendo, se puder notar, numa das passagens nós falámos de introdução de um sistema de retenção de resíduos sólidos. Claro, neste caso, quando eu falar de uma questão muito específica, constatamos que há muito lixo que vai dar ao mangal através do processo, durante o processo das chuvas e da drenagem. Então, nas voltências dessas florestas de mangais serão instalados sistemas de retenção de resíduos sólidos. Também teremos pessoas responsáveis para fazer a seleção dos resíduos para o caminho. Merci beaucoup. Merci à Gabriel pour Desculpa. Temos uma questão aqui que tem a ver com a questão da educação e formação. Foi colocado e eu esqueci dela. Em relação a isso, nós também dentro daquilo que é a cadeira de intervenção, achamos muito importante a questão da educação. Portanto, aqui nós vamos construir um centro de educação ambiental ligado só à questão dos mangueiros, um centro específico. Naturalmente, que iremos abordar também outras questões que nos preocupam, questões ambientais e questões sobre mas o foco principal será sobre a questão da educação. Yeah, thank you. I think also I understood well because I did not have good access to the translation. I think one of the questions from the panel was regarding the community mobilization as well as the behavioral change, right, with regards to the topic presented. Would you concur? Yeah. Yes, so in this regard, as I said, one of the key principles on these either tools or approaches is to invest, as we say, in bottom-up approaches where we do involve communities in order, yes, to make sure that everyone is part of the process. Because if you look at the, to avoid the top-down hierarchy planning processes, so we do the opposite. So what we basically do is to actually make sure that during the training sessions, looking specifically into the tool, we do make sure that community representatives are part of it. And how perhaps I can advance in making understand that simple languages is one of the keys. And in case language is a barrier, we do make sure that we have the translation into local languages. So it is very important for us that the message is well transmitted in terms of concepts, basic concepts and approaches, and communities as well are involved, because we do believe that the change can be seen, when you work from the down, from the bottom, which are the communities there. And they are the ones who really understand their own problems from their territories. They have the traditional knowledge. And it is from the experience specifically on ecosystem-based adaptation, using example of Malawi, where we have communities after attending the training, you have communities already supporting
ongoing interventions which are related to river basin restoration. And these interventions on the river basin restoration will support the reduction on the runoff that was actually impacting the surrounding urban areas. So communities are supporting pro bono this organization in planting trees because they understood the impact. So we think that this is a very good example on behavioral change, where also communities are the key, the key drivers of the behavioral change. And this is how we do believe that the policies, they should be also developed, taking into consideration communities' perspectives, communities' sensibilities, and communities' beliefs, as well as gender and other, the inclusion of vulnerable communities and other issues like vulnerable groups, people with disabilities. But this can only happen if you gather everyone in one room and you work together. And for these two, step by step, you manage to either to mainstream the EBA into a plan, or you develop a new project, which is EBA oriented, or you just do influence an existing or an ongoing policy. So this, I hope to have responded to your question. With regards to usage of local materials for construction, I think this is one of the questions, perhaps not really related to my presentation, but I think we are very famous in resilient construction as UN Habitat, right? So yes, in this regard, this is a very good question because yes, we do promote the usage of not only local mixed material and as well as conventional material for resilience building. Why local? Because we do believe that not everyone have, can afford, to build with conventional material in a more resilient manner. But how do we ensure that this is environmentally friendly or sustainable? We do look into environmental safeguards. According to national standards. So Mozambique is an environmental law that takes into account the sustainable use of natural resources, as well as other actors such as the World Bank that also has safeguards, and other bilateral actors that supports us in building more resilient infrastructure. And we, of course, we also do make sure that the capacity or the knowledge is installed cross levels. So UN Habitat invests in training not only the technical person at national level or local, but we also do train local artisans, local communities in the sustainable use of local materials for resilient construction, making sure that everyone has the knowledge to well use the local material, but still in a resilient manner. Thank you. Merci beaucoup. Je pense que c'est clair. Il y a également une question de président que, oui. Voilà, sur la... Yeah, well, as I sort of explained, I was mentioning we had 3 case studies, one in Côte d'Ivoire, one in Guinea, and one in Senegal. And all these implementation were implemented. They were implemented by partners. So this one, as I was mentioning, was implemented by CSE. So it's an organization based here in Dakar, and so we were not directly involved in the implementation of the project. Now it shows results. Now, so it must have been okay. But I cannot really answer you if it was really adapted to the proper ecosystem. I don't really know. Merci beaucoup. Je voudrais aussi donner une information. On vous invite tout le monde à la fin de la session de prendre une photo de famille ici au niveau du haut s'il vous plaît. Donc pour votre attention à la sortie. Je pense que s'il n'y a plus d'intervenants ou de réactions, il ne nous reste plus qu'à... il y a quelqu'un qui va intervenir, on a un peu de temps. Oui, allez-y. Rapidement. Le micro, je pense que c'est le dernier intervenant. Thank you so much.
My name is Eduardo Zaqueu. I'm a diplomatic advisor to the mayor of Maputo. It's only to stress what my colleague was saying regarding to the political commitment. The mayor himself came to the public saying that the mangroves must be protected and everything must be done in order to make sure that all the areas within the municipality will be or must be protected. So no constructions allowed, no buildings allowed. Actually, prior to this mandate, there was a kind of invasion of people in the main groups trying to build. We stopped it. We stopped, and we are now in this process of regaining and taking into account this commitment from the government and from the municipality to protect the mangroves. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que c'est un bon témoignage et puis félicitations pour cette rigueur dans la gestion des affaires locales. Je pense que en taquinant un peu votre maire, 1003 mandats, je pense. Maintenant, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à remercier tout le monde pour votre présence, pour votre patience, pour vos interpellations. Et pour les échanges également fructueux, remercier également les experts que nous avons aujourd'hui et qui ont pu nous entretenir de manière générale sur ce que nous offre la nature, au-delà des aspects alimentaires et productifs que la nature a un autre rôle à jouer, nous l'ont montré. Merci beaucoup pour ça. Et nous voudrons vous remercier et vous souhaiter une très bonne soirée dans vos hôtels et dans vos résidences respectives, en espérant qu'on peut se retrouver, même si ce n'est pas ici, dans d'autres événements, dans d'autres circonstances, pour que la méthode ou les solutions basées sur la nature soient développées, connues de partout. Merci beaucoup et très prochainement. Merci beaucoup. Au revoir. La photo de famille, n'oubliez pas. Donc, Adam. Eduardo, il faut qu'on organise ça, on le fait.